assez profonde. Merci. On continue avec le dernier sujet, qui est le sujet le plus intéressant, c'est la formation du gouvernement. Je pense que les Togolais ne s'attendaient pas à grand-chose. Bien évidemment, la montagne n'a accouché que d'une souris, ou même d'un souriceau, d'une petite souris. Donc, fort a passé 5 mois, pour nous ressortir les mêmes personnes, pour nous refaire le même jeu de chaises musicales. Et il a passé 5 mois à former un gouvernement incomplet. Déjà, je voudrais poser une question pour tous ceux qui me suivent. Je voudrais interpeller les juristes, surtout les juristes, je voulais vous interpeller, juristes et constitutionnalistes. Est-ce que vous avez vu quelque part dans la nouvelle constitution que c'est Faure Gnassingbé qui forme le gouvernement? Dans la nouvelle constitution de 5e République, est-ce que vous avez vu un article qui donne les prérogatives au PC ou PCM ou PCZ de former le gouvernement? Si vous connaissez cet article-là, je parle aux juristes et aux constitutionnalistes, vous pouvez noter cet article-là dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez un seul article dans la nouvelle constitution qui donne le pouvoir à Faure Gnassingbé de former le gouvernement, de nommer les ministres? Juste une question que je pose. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est une observation de forme. C'est la première des choses. Est-ce que vous connaissez un article qui dit explicitement que c'est Faure Gnassingbé qui forme le gouvernement? Est-ce que dans le décret qui a été lu sur la TVT, est-ce que celui qui a formé le gouvernement a visé une disposition particulière de la Constitution? C'est-à-dire, vu la Constitution, vu l'article, vu ça, le président de la République ou bien le PCM nomme. Est-ce qu'une disposition a été visée dans la Constitution de façon précise? Je suis sur la forme. Est-ce que la Constitution donne les prérogatives à Faure Gnassingbé de nommer le gouvernement? Est-ce qu'en nommant le gouvernement, il a visé une disposition particulière? Vous avez entendu M. Stanislas Bamouni Baba lire à la télévision la nomination des ministres. Est-ce qu'il a visé une disposition particulière? Article tant, chapitre tant, ceci tant. Est-ce qu'il a visé ça? C'est une question que je laisse dans la masse. C'est une question que je pose et je laisse dans la masse. Je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, mais mon sens de journaliste, puisque le journaliste est quelqu'un qui embrasse toutes les disciplines, m'amène à vous poser cette question-là après avoir parcouru les documents. Si quelqu'un a cette réponse-là, la personne peut nous répondre. Peut-être que nous sommes des ignorants et on appréciera. Voilà ce que j'ai à dire sur la forme. Sur le fond, Faure Gnassingbé a passé 5 mois pour nous sortir d'un gouvernement incomplet, puisqu'il a rattaché des ministères à son poste. C'est-à-dire, pendant 5 mois, il n'a rien fait. Il a formé un gouvernement incomplet, puisque le ministère du Travail, ou bien comment ils appellent ça, fonction publique, est rattaché au PCM ou PC. Le ministère de la Défense est rattaché. Le ministère des Transports est rattaché. Donc, ça veut dire que le mec, il a passé 5 mois à ne rien faire. Pendant 5 mois, il n'a pas pu former un gouvernement qui est au complet. Pendant 5 mois, il n'a pas été capable de former un gouvernement complet et se mettre immédiatement au travail. Il forme un gouvernement incomplet, donc, alors je vous parle, le gouvernement est élastique. C'est-à-dire, demain, il pourra prendre un décret isolé, normalement peut-être un autre individu, après demain, il va prendre un autre décret isolé, normalement un autre individu, donc le gouvernement restera un gouvernement élastique. Quand on vient plaider la cause de quelqu'un qui pleure à la maison, on dit, ah, que lui là, il pleure parce que vous n'avez pas nommé. Il dit, ah, je l'ai oublié, je le nomme au transport. Ah, il y a l'autre baron là, les gens de sa préfecture ne sont pas contents parce qu'eux, ils n'ont rien eu. Il dit, ah, que je l'ai oublié, je le nomme à la fonction publique. Ah oui, il y a quelqu'un qui se plaint aussi dans 5e continent, qu'eux, ils n'ont rien eu. Il dit, ah, je vais le nommer à la défense. Donc, le gouvernement, il a passé 5 mois pour former un gouvernement incomplet. Ça veut dire que ça ne travaille même pas au sommet de l'État. Les gens passent le temps à s'amuser. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas. Ça veut dire que la priorité, ce n'est pas le pays. Si la priorité était le pays, il ne peut pas former un gouvernement incomplet après 5 mois d'attente.
Il fait 5 mois pour sortir d'un gouvernement incomplet. Et il rattache des ministères au PC, alors que lui-même, il est le premier des ministres. C'est-à-dire qu'il faut Gnassingbé ne peut pas rattacher des postes à lui. Parce qu'il est le premier des ministres. Il est le primus inter pares. Les gens ne veulent pas qu'on l'appelle premier ministre, mais il est premier ministre. Il est le premier ministre. Et d'ailleurs, je vais poser l'autre question fondamentale. Qui ira à l'Assemblée présenter le programme du gouvernement? Dans le régime parlementaire, qui présente devant l'Assemblée nationale le programme du gouvernement et demande la confiance de l'Assemblée? En tout cas, les deux chambres réunies. Qui va aller devant l'Assemblée nationale pour présenter le programme et demander la confiance du Parlement et du Sénat, c'est-à-dire les deux chambres réunies? L'Assemblée nationale et le Sénat. Qui va aller? C'est lui. Ce n'est pas Stanislas Ibanimouni Baba. Ce n'est pas Sandra Johnson. C'est lui le premier ministre qui doit aller là-bas, s'asseoir devant les députés et nous dire, secteur par secteur, ce qu'il veut faire du pays et demander la confiance des députés. Et on va lui poser des questions. Parce que quand les gens sont venus dire à Faure Gnassingbé de basculer au régime parlementaire, il n'a pas compris ce que c'est. Il n'a pas compris que dans un régime parlementaire, le premier ministre est quelqu'un qui doit être au boulot en permanence. Dans le régime semi-présidentiel, le président peut être un peu caché derrière le premier ministre. S'il y a une bêtise, il saute le premier ministre. Le premier ministre est le fusible. C'est ce que Macron fait en France. Dans un régime semi-parlementaire, le premier ministre est un fusible. Le président peut se cacher derrière le premier ministre pour ne pas parfois, pour esquiver parfois ses responsabilités. Mais dans un régime parlementaire, c'est le premier ministre qui est au front dans tous les domaines. Mais Faure Gnassingbé, lui, n'a pas appris à travailler. Parfois, on fait même des conseils, mais des ministres, il n'est pas là. Parfois, on nous produit même des communiqués de conseil des ministres. Il n'y a jamais eu conseil des ministres. On connaît beaucoup d'anciens ministres qui témoignent. Parfois, il vient au conseil des ministres, il fait 1 heure, il part, parce qu'il a d'autres préoccupations ailleurs. Il laisse le premier ministre, ou bien avant c'était le ministre d'État, celui Toki, de gérer le conseil des ministres. Il part. Mais dans son rôle aujourd'hui de premier ministre, que les gens appellent abusivement PC ou PCM, il doit travailler. C'est lui qui doit assumer tout et qui doit rendre compte. Il n'a plus de fusible devant lui. Il n'y a pas de fusible entre lui et le peuple. Avant, le premier ministre, c'était le fusible entre lui et le peuple. Là, il n'a pas de fusible entre lui et le peuple. Donc, il doit travailler. Alors qu'il n'a jamais appris à travailler. Derrière les écrans, il faisait que de l'amusement. Donc, il a passé 5 mois pour nous sortir un gouvernement incomplet. Quand Davodou va venir plaider la cause de son pion à Fagbedi, il va le nommer aux pistes rurales. Quand, je ne sais pas, les populations de je ne sais pas où, de préfecture, de je ne sais pas où, ils vont venir pour dire, ah, on n'a pas un fils dans le gouvernement. Il va dire, ah, trouvez-moi quelqu'un, il va le nommer, je ne sais pas, à la fonction publique. Bon, la défense, il ne va pas céder parce qu'il a eu que des problèmes, il va garder ça pour lui. Et donc, voilà comment il dirige le pays. Donc, on attend dans les prochains jours qui va aller devant l'Assemblée nationale pour présenter le programme du gouvernement. Parce que ce sont ces indicateurs qui nous montrent que nous sommes véritablement dans un régime parlementaire ou on n'est pas dans un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, le Premier ministre est le chef du gouvernement et c'est lui qui assure la conduite des actes du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Donc c'est lui qui doit être devant l'Assemblée nationale. Et comme ce n'est pas quelqu'un qui parle, on va voir maintenant s'il va parler, s'il maîtrise les dossiers. Puisque depuis 20 ans que moi j'écoute Faure Gnassingbé, dans quelques discours, je ne l'ai jamais entendu. Lui qui a fait de très brillantes études d'économie à Dauphine et à George Washington, nous parler de grands auteurs économiques, d'Adam Smith, de Keynes, de Ricardo, de Marc, comment appelle-t-on? Non, de Baudin, tout ça là, jamais. Il n'a jamais développé une théorie économique. On ne sait pas s'il est libéral, s'il est communiste, s'il est sociodémocrate, s'il est socialiste, on ne sait rien. On ne sait pas quel est vraiment, sur le plan économique, on ne sait pas quelle est la tendance idéologique qu'il assume. Ses meilleurs livres qu'il lit, ce sont les SAS. Puisque les SAS lui permettent de mélanger les gens.
Les meilleurs livres qu'il lit, c'est les SAS. C'est-à-dire, vous savez, quand on était au lycée, on lisait les SAS là. Les Malco, les quoi, les SAS, tout ça là, c'est les meilleurs. C'est les livres qu'il lit. Donc, vous n'entendrez jamais développer une théorie économique. Non. Aucune théorie économique. Parce qu'à un moment donné, un chef d'État, quand il prend la parole, il doit être capable de dire, voilà ce que je conçois pour mon pays. L'économie, voilà l'idéologie qui est derrière moi, mon approche économique. Et voilà, si je suis socialiste, on sait que John Mahama, il est socialiste. Il prend le pouvoir, il applique les recettes socialistes à son pays. Donc, plus d'argent pour les secteurs sociaux, plus de ceci, les bourses, les fonctionnaires et tout. Et Nana Akufo-Addo, il était libéral. Alassane Ouattara, il est libéral. Macky Sall, il était libéral. Alpha Condé, il est socialiste. Donc, tout ça a une déclinaison dans la gestion quotidienne du pays. Mais au Togo, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une idéologie chauve-souris, c'est-à-dire qu'il y a toutes les idéologies qui se rassemblent en une seule. Puisque la chauve-souris, on ne sait pas si elle est mammifère ou si elle est carnivore. C'est une espèce intermédiaire. Donc, il passe 5 mois pour nous former un gouvernement incomplet. Et donc, ce gouvernement est fait de 17 ministres de plein exercice et une dizaine de ministres de délégués. Encore une autre incongruité. C'est-à-dire, on forme un gouvernement et puis, bon, voilà, on dit, on a 17 ministres et puis, bon, il y a 10 qui sont des ministres délégués, donc ils sont sous l'autorité du ministre principal. Alors, il y a les inamovibles, les hommes fidèles, des fidèles, des gens qui ont des relations assez particulières avec Faure Gnassingbé, comme Doucet. Faure a encore besoin de lui pour longtemps, donc il a gardé au ministère des Affaires étrangères parce qu'il y a toujours les histoires de la l'AES à gérer, des petits tout ça là, donc c'est l'homme de confiance. Donc, les gens s'attendaient à ce que Doucet soit éjecté, il est là, et d'ailleurs, ils ont organisé encore une conférence hier et aujourd'hui à Lomé, et Faure était là, il y a un hélicoptère qui tournait à Lomé là-bas, comme si les Togolais, Faure n'avaient pas la sérénité. Il y avait un hélicoptère qui tournait hier à Lomé parce qu'il y avait une conférence au 2 février, ils étaient dans leur seule salle de conférence qui est au Togo, le tapis Guépard. J'ai vu les images que Faure Gnassingbé m'a publiées. C'est la seule salle qui est au Togo, en termes d'infrastructure, quand on fait une conférence. C'est le seul tapis. Et c'est dans cette salle-là que les gens viennent faire leur anniversaire. C'est dans cette salle-là que les gens viennent faire leur conférence. C'est dans cette salle-là que les gens viennent faire leurs petits concerts. Les concerts privés. La même salle. Donc, il n'y a pas au Togo, ce pays, après 60 ans d'indépendance, des salles de conférences privées où quand des chefs d'État étrangers viennent, on sait que c'est ici qu'on fait des réunions. Toujours dans la même salle au 2 février, avec le tapis, façon là, tapis léopard ou guépard là. C'est là-bas ils étaient. Avec le président du Libéria, les Obasanjo qui sont toujours entre Lomé et Abuja, parce que eux, c'est eux qui ont fabriqué Faure Gnassingbé, donc ils viennent toujours chercher leur part, et quelques courtisans qu'ils ont fait venir. Et tous ces gens-là, c'est l'État togolais qui s'occupe d'eux, qui vont acheter leur séjour, leur billet d'avion, leur nourrir pendant leur séjour. Pendant ce temps, on n'a pas d'école. On a les hôpitaux qui sont en délabrement pour venir nous parler de paix et sécurité, alors que les Togolais ont fait dans leur propre pays. Donc, Doucet qui est là, il y a Sina Lawson, inamovible, donc il y a beaucoup d'intérêts qui les lient. Et il y a encore qui? Pauvre Tchegan. Bon, je l'avais déjà dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait comme problème. Tchegan, voilà, peut-être qu'elle va rebondir ailleurs, je ne sais rien, mais quand on a été président de l'Assemblée nationale et qu'on vient vous caser au ministère, un ministère de moindre importance comme l'urbanisme, et que vous êtes fâché, vous ne venez pas au boulot, dans la semaine vous venez parfois 2 fois, vous faites des crises de jalousie. Bon, voilà, à un moment donné, puisque le monsieur, il a tellement de femmes qu'il n'a pas besoin de toutes les femmes, il vous met dehors. Donc, Tchegan, beaucoup de courage. Quand Faure venait manger le foufou chez toi, à Kpélé, que tu t'en réjouissais, je t'avais dit, fais attention. Voilà, il faut faire très, très attention. Et voilà, et ça, c'est vraiment triste. Et on a quelques particularités dans le gouvernement que je voudrais rapidement aborder. Vous avez vu le ministère de la Santé.
Déjà, le fait qu'on ait fait de certains anciens ministres pour des ministres délégués, comme les Sani Yaya, tout ça, c'est de l'humiliation. Et le gouvernement a été formé pendant que lui-même, il n'était pas sur place. C'est-à-dire, il a envoyé le gouvernement, il n'était pas sur place. Et personne n'a été consulté. Les gens ont juste demandé aux nouveaux venus d'envoyer leur CV. Personne n'a été consulté face à face d'un interlocuteur pour dire on veut te nommer au gouvernement à tel poste. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu as les compétences? Dans les pays organisés, les pays normaux, quand on veut nommer les gens, c'est comme ça. On t'appelle, on te dit c'est à ce poste-là qu'on veut te nommer. Est-ce que tu peux assumer le poste? Si tu trouves que tu ne peux pas assumer le poste, ou bien tu as une vision de ce secteur-là que celui qui veut te nommer n'accepte pas, tu dis non. Il y a beaucoup de gens en France, on veut les nommer ministres. Ils choisissent un domaine quand ils disent non, si c'est comme ça, je ne vais pas dans ton gouvernement. C'est comme ça que non, garde la dignité. Les gens qu'on a nommés là, beaucoup de gens ne savaient même pas qu'on devait les nommer ministres. Hein. Et ceux qu'on a renvoyés aussi, beaucoup ne savaient pas qu'on devait les renvoyer. Je vais vous donner les explications tout à l'heure. Beaucoup ne savaient pas qu'on devait les nommer, d'autres ne savaient pas qu'on devait les renvoyer. La liste est sortie comme ça. Donc, des gens qui étaient ministres pleins sont devenus ministres délégués. Les gens... Non, c'est incroyable. Cette pagaille-là, ça prouve que Faure, il n'a rien encore, il n'a plus rien offert au Togolais. Je vous l'ai dit que 100 ans après, il ne fera rien. Et donc, il a profité pour évacuer beaucoup de femmes du gouvernement. Bon, c'est lui qui mettait le genre devant. On nous disait que Faure est le champion dans l'équité genre après le Rwanda, qu'il fait la promotion des femmes. Mais nous, on savait ce qui était derrière ces histoires de promotion des femmes. Maintenant que ces femmes ont creusé beaucoup de trous partout, il s'en est débarrassé. Donc, au moins, il y a 6 ou 7 femmes qu'il a mis dehors. Je ne sais pas s'il va les récupérer ailleurs. Donc, on a Tchegan, on a Myriam Aziablé, on a la femme de Klassou, on a Lady Bessie Kama du sport, on a, je ne sais plus qui là, elles sont tellement nombreuses qui les a évacuées. C'est tant mieux pour revenir peut-être à la réalité. Et ce qui est extraordinaire dans ce gouvernement, c'est que et comme tous les dictateurs savent le faire, Faure, il s'est opposé les gens. Je vous donne un exemple. Vous voyez le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, avant ce nouveau gouvernement, c'était le professeur Daré Tien Daré. C'était lui le ministre de la Santé. Et le ministre délégué auprès de lui, c'était ce monsieur Tessi, qui s'occupait des histoires d'assurance et je ne sais pas quoi. Si je ne me trompe pas, hein. Le ministre de la Santé, c'est le professeur Tien Daré. Et le ministre qui était délégué auprès de lui, c'est M. Tessi. Et les deux se sont brouillés. Les deux se sont brouillés par rapport aux limites de leurs compétences. Et jusqu'à un niveau, même ils ne se parlaient même pas. Il y avait de la tension entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prend le délégué, il en fait le ministre principal, et il nomme le ministre principal délégué sans attribution auprès du ministre principal. C'est une humiliation totale. C'est-à-dire, M. Daretien, qui avait sous son autorité hier, M. Tessi, il devient aujourd'hui le subordonné de M. Tessi sans attribution. Vous allez voir que tous les ministres qu'on a nommés, on a toujours dit ministre délégué chargé, sauf Daré. Lui, on a dit ministre délégué auprès du ministre de la Santé. Point. Et c'est là que j'ai aussi un problème avec les universitaires. Tu vois, on t'humilie à ce point-là. Si on t'avait consulté, c'est la preuve qu'on ne l'a pas consulté, on ne les a pas consultés avant de les nommer. Si on t'avait consulté, tu aurais dit, Monsieur le Président, ou Monsieur le PC ou le PCM, si vous voulez me mettre ministre délégué auprès du ministre de la Santé sans attribution, je préfère continuer mon truc à l'université. Maintenant, on le nomme en toute humiliation. On le nomme ministre délégué auprès de son subalterne, sans attribution. Point. Et lui aussi, il est ministre. C'est ça la République. Hein. On a 27 ministres et la liste n'est pas finie. Hein. Dans un pays où les gens sont en difficulté, on est endetté, on a de la peine à augmenter les bourses, à payer les charges, à faire face aux services sociaux. On a déjà des députés à nourrir, on a les sénateurs à nourrir, on a 113 communes à nourrir. Maintenant, on a une liste de ministres qui n'en finit pas, sans compter les gouverneurs. C'est ça le Togo. Donc, on nomme M. Daré ministre délégué auprès du ministre de la Santé. Point. M. Sani Yaya, qui était ministre de l'économie.
Après, on a fait ministre des Travaux publics. Maintenant, le nom ministre délégué auprès de la DG. Je vais revenir sur le cas DG tout à l'heure. Je sais que c'est le cas qui vous intéresse. Je vais vous dire pourquoi il a des soucis. Et donc, il y a ce cas-là. Il y a un autre couple. Le couple Assi Fofana. Le Togo, c'est un pays incroyable. C'est un gouvernement, ce gouvernement que vous voyez là, c'est un gouvernement de copains et de coquins. Déjà que dans le gouvernement, vous avez certains ministres qui sont des beaux de Faure Gnassingbé. Le ministre de l'Agriculture, par exemple, M. Bengbeni, c'est un beau de Faure Gnassingbé parce que sa femme, c'est la sœur de Faure Gnassingbé, la sœur de Pacha. Et vous avez tous ses amis d'enfance qui sont les Adjouvi, toute cette bande-là, qui sont là, qu'on a promis. Et donc, on va prendre le ministère de Fofana et sa collègue. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner sur ces deux-là. Alors, mademoiselle Assi ou madame Assi, Mazamé Sow, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est ministre du développement à la base, chargée de machin, tout ça. C'est un ministère de nomination très long. Et dans l'ancien gouvernement, on avait nommé auprès d'elle M. Fofana. Fofana, comment on l'appelle là? Fofana. Voilà, c'est son nom. Fofana. Les noms même m'échappent. Fofana, quelque chose comme ça. Fofana Fad ou quelque chose comme ça. Voilà. On avait nommé Fofana Fad auprès des ministres délégués auprès de la ministre Assi. Est-ce que vous savez que c'est un couple? Les Togolais. Est-ce que vous savez que les deux là, c'est un couple? Est-ce que vous savez qu'ils sont des compagnons? Est-ce que vous savez que mademoiselle Assi et monsieur Fofana, ils sont un couple? Et que le couple avait des problèmes et les familles ont tout fait pour qu'on les mette ensemble pour régler leurs problèmes. Et la seule manière de les mettre ensemble pour régler les problèmes, c'est de les nommer l'un auprès de l'autre dans le gouvernement. Vous voyez comment on utilise les affaires de la République? On prend le gouvernement pour régler les affaires de couple. Et donc aujourd'hui, on nomme le monsieur auprès de sa femme, de son compagnon, de sa compagne, ministre délégué. Si vous savez que c'est un couple. Comment est-ce que des gens comme ça vont avoir des résultats? C'est-à-dire, des gens, ils sont même pas des postes trop différents. L'un est délégué auprès de l'autre. Donc, la nuit, ils sont ensemble, ils se couchent ensemble et ils décident de ce qu'ils vont faire dans leur ministère. Le lendemain, ils vont dans le bureau et chacun met en œuvre ce qu'il a à faire. C'est ça le Togo qui veut relever les défis. C'est ça le Togo qui veut relever les défis. Ça, c'est aussi leur cas. Après, il y a Bawara. Bon, j'ai fini avec le couple Assi et Fofana. Le cas Bawara, bon, lui, il est parti au garage. Mais bon, je pense que Faure Gnassingbé a compris que, bon, il était plus ou moins une mauvaise langue, qui parlait beaucoup en privé, très mal de lui. Donc, on l'a envoyé au ministère chargé des relations avec le Parlement. C'est pas un ministère en réalité, c'est juste... dans d'autres pays, c'est une direction. Donc, il est parti au garage. Lui qui n'était pas déjà très content d'être à la fonction publique, il estimait que la fonction publique n'était pas un ministère régalien et que par rapport à tous les services qu'il a rendus à Faure, il devait être dans un ministère plus important, notamment les affaires étrangères ou les travaux publics ou un ministère plus important. Là, on l'envoie totalement, comment appelle-t-on, chargé des relations avec les institutions. Yark, qui est parti de la sécurité, il est en temps tombé dans l'eau. Après, il s'occupait des bœufs. Maintenant, il est sorti. C'est vrai que lui, il a quelques soucis de santé. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a demandé à partir. On l'a vu arriver sur Paris vendredi sur un vol Air France avec son épouse. J'espère que, j'ose croire qu'on ne lui collera pas un dossier demain parce que quand vous servez bien ce régime, après, comme le régime tient les gens par des dossiers, demain, on vous sortira toujours un dossier, mais pour le moment, il a été aperçu le vendredi matin à Charles de Gaulle avec une femme, certainement son épouse. Il venait d'arriver sur Paris, venant de Lomé. Et il y a qui encore? Bon, il y a Tchegan qui est parti. Voilà. Donc, grosso modo, avant de revenir sur le cas dédié, ce gouvernement
a été très influencé par Ingrid Awadé. Et je vais vous dire pourquoi. Ce gouvernement a été très influencé par Ingrid Awadé. Et je vais vous dire pourquoi c'est un gouvernement qui a été très influencé par Ingrid Awadé. Et elle qui, depuis qu'elle est revenue plus ou moins en force, essaie d'avoir ses tentacules partout et de maîtriser tous les secteurs les plus importants du pays. Première chose, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, il est connu très proche d'Ingrid Awadé, M. Barcola. Il était d'ailleurs à la Lonato. Et vous savez que la Lonato, c'est Ingrid Awadé qui est le PCA. La présidente du conseil d'administration de la Lonato, c'est Ingrid Awadé. Et à travers la Lonato, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. On occupe nos jeunes à faire des jeux, on occupe nos jeunes à des futilités, on ramasse beaucoup d'argent et on blanchit beaucoup d'argent à travers la Lonato. Et la Lonato nourrit beaucoup de barons parce que les machines de jeu que la Lonato fait venir au Togo, les machines que vous voyez dans les quartiers, l'année surpassée, Ingrid en avait importé au moins 1 millier de machines qu'elle a distribuées à des gens qui sont ses fidèles, des proches d'elle, des barons et tout ça. Et donc, beaucoup de barons ont eu ces machines-là qu'ils ont implantées dans les quartiers où les gens vont jouer à la Lonato. Et vous savez que ces machines-là rapportent énormément d'argent pour la Lonato. Parfois, dans certains quartiers, il y a certaines machines qui font même plus de 500 000 francs par mois pour ceux qui les implantent. Donc, il y a plein de ces machines-là qu'elle a importées. Elle a distribué ça à ses amis, ses obligés. Donc, elle est la PCA de la Lonato. Et pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que c'est elle qui est la présidente du conseil d'administration de Lonato. Et donc, M. Barcola est très proche d'elle. Donc, elle avait déjà réussi à le mettre dans le gouvernement pour avoir une main sur le côté financier. Elle a mis aujourd'hui aussi, elle a réussi à mettre aujourd'hui dans le gouvernement et au niveau de la santé, M. Tessi, qui n'est pas un médecin. Je pense que c'est un juriste d'affaires, quelqu'un qui est resté dans les assurances, il était au GTA. C'est aussi un proche de Ingrid Awadé. Et à partir du secteur de la santé, donc on lui a remis santé, assurance et tout, alors que Ingrid contrôle déjà AMU, elle contrôle INAM, elle a son hôpital, elle a sa brasserie, elle est dans les jeux de hasard. Vous voyez tous les secteurs qu'elle est en train de contrôler dans le pays. Je résume. Elle est à la caisse de sécurité sociale, d'accord? Elle a l'INAM. Elle a placé un de ses gars, à l'INAM. Elle a l'AMU. Elle a l'hôpital, son hôpital. Elle a sa brasserie. Elle est dans l'immobilier avec la caisse de sécurité sociale. Elle a maintenant la Lonato. Elle a maintenant ces éléments dans le gouvernement. Parce que maître M. Jean-Marie Tessi, au niveau de, je ne sais pas si c'est Jean-Marie on l'appelle, au niveau de la santé, lui permet de contrôler toute la chaîne. De contrôler toute la chaîne. Elle est aussi dans le sport. Vous savez que Akpovi lui doit allégeance. Et vous avez vu Akpovi actionnaire dans Dr Talafia. Et vous voyez Akpovi actionnaire dans Dr Talafia. Et donc, ça contrôle tout ça. Et ça fait aussi des règlements de compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être jugé parti. Vous êtes directrice de la Caisse nationale de sécurité. Vous gérez une clinique. Vous êtes patron d'un hôpital, donc Talafia. Et vous infligez des amendes à d'autres cliniques. C'est-à-dire, on atterrit, par exemple, dans une clinique, je ne vais citer le nom d'une clinique, on dit oui, tu n'as pas déclaré tous tes employés, amende 10 millions. Tu n'as pas respecté l'INAM, amende 20 millions. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité et l'INAM font plus peur que l'OTR. Ils sont en train d'harceler les gens, d'amener certaines entreprises à fermer. Et malheur à toi si tu n'es pas dans leur réseau. Parce qu'en tant que directrice générale de la Caisse nationale de sécurité, c'est elle qui signe aussi les quitus aux entreprises pour aller aux appels d'offres. C'est elle qui signe les cliniques, c'est elle qui signe
les quitus aux entreprises pour aller aux appels d'offres. Donc, si vous n'êtes pas dans leur réseau, ils ne vont pas vous signer de quitus. Vous allez voir l'appel d'offres, vous ne participerez pas. Donc, vous avez une seule dame dans le pays qui contrôle tous ces secteurs-là avec tous ces réseaux. La brasserie, avec tout le réseau qui entoure la brasserie, donc la SNB, avec l'argent des travailleurs et quelques capitales privées. Vous avez l'hôpital Dr Lafia qui aujourd'hui peine vraiment à atteindre ses objectifs parce qu'il y a beaucoup qui ont déserté l'hôpital. L'hôpital ne tourne pas vraiment en plein régime. Donc, il y a beaucoup de gens qui bougent cet hôpital et il y a beaucoup de personnel, des gens dans le personnel qu'on a recrutés qui sont en train de démissionner parce que ce qu'on leur a promis, c'est pas ce qu'on leur fait. Et donc, cet hôpital, pour faire vivre cet hôpital, on punit les autres cliniques qui sont dans la capitale, on leur fait des redressements par l'INAM, par la Caisse de sécurité sociale. Donc, on paralyse ces cliniques-là. Ensuite, vous avez tous les domaines dans lesquels elle peut intervenir et paralyser les gens. Vous ne pouvez pas parler d'un pays compétitif, d'un pays qui doit faire évoluer les entrepreneurs quand vous donnez autant de pouvoir à une seule personne aujourd'hui qui fragilise toutes les autres entreprises dans le pays. Aujourd'hui, vous parlez aux gens de AMU, tout le monde crache. Dès que vous parlez de AMU aux gens aujourd'hui, tout le monde tient la tête. Les gens en ont marre. Vous parlez de la Caisse nationale de sécurité qui amende aujourd'hui toutes les petites entreprises, tout le monde. La Caisse est derrière les gens, même les journalistes. Il y a des journaux à Lomé, parce que ce sont des journalistes critiques. La Caisse leur a fait des redressements. On a des collègues à Lomé, je ne vais pas les citer. On a des journalistes à Lomé que la Caisse nationale de sécurité a frappé parce qu'ils ont écrit des articles sur la gestion de la Caisse. Donc, c'est un règlement de compte. On leur a fait des amendements. On leur a infligé des amendes. Donc, imaginez les autres entreprises. Il y a plein d'entreprises à Lomé qui aujourd'hui sont poursuivies par la Caisse de sécurité sociale. Bon, pendant qu'on y est, pourquoi, avec tout cet argent qu'on ramasse, on n'augmente jamais l'allocation des enfants? La Caisse de sécurité sociale roule sur des milliards et des milliards. Pourquoi l'allocation des enfants n'a jamais augmenté au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale? Combien on paye? 2 000 francs. Et les 2 000 francs ont été institués depuis les années 75 ou 73. 2 000 francs par enfant. C'est-à-dire moins de 3 euros ou bien 3 dollars. C'est-à-dire la Caisse de sécurité sociale, malgré les milliards qu'ils engrangent, n'est pas capable de donner 10 000 francs par enfant au Togo. Puisque je pense que le nombre même d'enfants que la Caisse donne est limité. Je pense que c'est 3 ou 4 enfants. Donc, le parent qui a 3 enfants ou qui a 4 enfants et qui cotise à la Caisse, au moins s'il reçoit 30 000 francs par mois pour les enfants, il sait que ça peut faire quelque chose pour les enfants. C'est 5. Ok, quelqu'un m'a dit que c'est 5. Bon, je ne sais plus trop. C'est 5, c'est 6, je ne sais plus trop. Mais, imaginez, celui qui a 6 enfants. Non, le truc, 2 000 francs par mois, par enfant, il a 12 000. Mais c'est lui qui cotise à la Caisse. Et c'est l'argent de cette caisse-là qu'on a pris pour aller construire la brasserie, pour aller construire Dr Lafia, où le fonctionnaire moyen ne peut pas aller se soigner. Je parle d'équité dans la société. Je parle d'équilibre social. Je parle de la justice sociale. Vous qui m'écoutez, vous qui me lisez, vous trouvez que c'est normal? Et le normal, mais Caisse nationale de sécurité, là, on l'a voilà, on a Kotokwa Meve par enfant. 2 000 francs par enfant. Depuis 1960, combien là? Celui qui connaît l'année là, je pense que c'est dans les années 70. C'est dans les années 70 qu'on a institué que la Caisse de sécurité sociale va payer 2 000 francs par enfant. 50 ans après. 50 ans après. On balait tout 2 000 francs. Voir Caisse de sécurité sociale, elle est longue. L'entreprise au bas, nous consolons. On sort le tout villa de milliards. On sort le brasserie. On sort le condi. Comment on le gérer? Comment on le raconte en Amérique? Tout comme peut fonctionner, donc il a fait avec tout, là, il conduit. Les frais de consultation à Dr Lafia, c'est 15 000, ou bien c'est 10 000, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est au-dessus de 10 000. Tout comme fonctionnaire, qui est déjà les caisses nationales de sécurité, là, qui sont 10 000, avec tout frais de consultation, le Dr Lafia, qui va déposer et gars, qui va la traiter.
Je parle de justice sociale. Et tous les jours, on élargit l'assiette de la caisse de sécurité sociale. Tantôt, il a imposé Inamna et Amuna, les non-fonctionnaires. Tantôt, il a imposé un particulier. Quand on les regarde, nous qui sommes garçons les voix. Parce que la caisse a des DAT partout. La caisse a des milliards de DAT partout. Nous, quand on a décidé maintenant de violer gars, on a tous 5 000 francs par enfant. 5 000 francs par enfant. 5 000 francs même, c'est peu. 5 000 francs même, c'est peu par rapport aux milliards sur lesquels ils roulent. 5 000 francs, c'est peu. On peut donner par enfant 10 000 francs. Et j'interpelle les militaires. Excusez-moi. Et et 2 femmes, 3 femmes. Et c'est vous qui avez des salaires misérables. Mais maintenant, vous avez pas de péton, fond, yasimbe. Ni mi a tout rebe. Mi a bevi ko mi dit, moi, ça m'était pour la fourniture en haut. Mais, les bons, madame Ingrid Awade, le roi Dakaro, qu'est-ce que vieux gardien les caisses ça? Qu'on retraité au gars. Au moins, on a tout 10 000 francs la mia. Si vous avez 5 enfants, 6 enfants, en plus de vos salaires de 60 000, si vous avez 30 000 francs par enfant, bon, mais il y a besoin d'arriver comme ça, on a violé, tu vas mettre ça dans ta poche. Vous ne pouvez pas aller faire ce plaidoyer-là, puisque les syndicats ne font rien. Les syndicats ne disent rien. Vous ne pouvez pas aller voir Fon Yassibé pour lui dire, bon, patron, les 2 000 francs là, c'est depuis 1974. Ça fait 52 ans. Aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'un enfant au Togo, la caisse de sécurité lui donne 2 000 francs. Attends, c'est une qui me blague derrière. Et nous disons, 2 000 francs. Va à mon bon carré, Romé, ça. À mon le loué, jet privé, où est Tabega, où il a Dubaï, avec un shopping, là, toi, bova. Fiko le pas garolo. Fiko le pas garolo. Fiko le pas garolo. À mon loué, na jet privé, à Dubaï. Avec un shopping, là, toi, bova, l'homme. Fiko le pas garolo. Alors qu'ils ne sont qu'à la tête des services parapublics. Syndicats, tout est mort. Tout est mort. Là, le FMI dit qu'il va augmenter, il demande au gouvernement d'augmenter tout ce qui est social. L'électricité, l'eau, tous les produits. On n'a pas encore entendu un syndicat qui a analysé le dernier rapport du FMI. Même les partis politiques ont fait comme ils n'ont pas lu. Alors que ce dernier rapport du FMI contient énormément d'informations que les syndicats doivent utiliser, même les politiques, pour demander des comptes au gouvernement. Pourquoi on veut augmenter encore le frein de carburant? Pourquoi on doit augmenter l'eau? Pourquoi on doit augmenter l'électricité? Pour quelle raison? Il faut qu'on nous explique. Mais comme les blondiers, donc, on les brassé milliards à la Caisse nationale de sécurité. On sont INAM, on sont les lèvres l'ONAMO, on sont AMU, on sont les lèvres l'ONAMO, on sont les lèvres l'entreprise. On met la pression sur les entreprises. Tu ne payes pas AMU, tu ne déclares pas à la caisse, on t'amende. Aujourd'hui, les opérateurs économiques au Togo ont plus peur de la Caisse nationale de sécurité que de l'OTR. C'est un harcèlement permanent. Les gens ont dû fermer leur entreprise. Pendant ce temps, vous faites quoi avec tout l'argent que vous collectez? Vous faites quoi? Moi, les amis, moi je m'en fous des gens qui m'insultent. Ce n'est pas mon problème. Je ne réponds jamais aux gens qui m'insultent. Si on augmente demain les frais des enfants là, ceux qui m'insultent là, leurs parents vont profiter. Moi je suis plus au Togo. Si on augmente demain l'allocation des enfants là, les soldats vont profiter. Tous les fonctionnaires vont profiter. Même les gens qui m'insultent vont profiter. Les gens du UNIR vont profiter. Donc moi je dis ce qui est juste pour mon pays. C'est de ça que je parle. Je ne regarde pas les petits agitateurs. Ce n'est pas là le plus important. Ce sont eux, leurs parents, qui vont profiter de ça. Si on augmente l'allocation des enfants, c'est eux qui vont profiter de ça. La manière dont je me débat ici, là, je me poumonne ici pour parler là, c'est eux qui vont profiter, ce n'est pas moi. Donc, des gens qui viennent insulter, tout ça, ne les regardez pas. Ne les regardez pas. On parle des choses sérieuses. On est sur des indicateurs de la vie sociale de notre pays. Parce que je sais que par
l'effet multiplicateur des revenus. Quand on va augmenter les frais d'allocation des enfants, l'argent va circuler, la dame qui vend du véhicule va gagner, le sémédian va gagner, celui qui vend aussi les fournitures va gagner. Parce qu'une fois que l'argent circule, ça va dans toutes les mains. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus, pour ceux qui ont fait plus ou moins quelques notions d'économie. Quand on injecte l'argent dans le circuit, quel que soit le milieu dans lequel l'argent va, l'argent se multiplie dans plusieurs mains. C'est pour ça qu'on vous dit, quand la diaspora contribue à 15% du PIB, la diaspora contribue à tenir l'économie du pays. Parce que l'argent que la diaspora envoie, c'est pour construire même une maison de particulier. Si c'est investi dans une société, cet argent permet à l'économie de tourner. Donc cet argent va aller dans la main du sémédian, ça va aller dans la main du taximan, ça va aller dans la main du plombier, ça va aller dans la main de CCT, ça va aller dans la main de l'électricité, ça va aller dans la main du maçon. Et le maçon va aller acheter du VI, et la VI va acheter le haricot au marché d'Anier ou au marché d'Agbelouvé, et le paysan aussi va gagner. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus. Il y a des gens qui sont allés vers l'école, ils ne sont pas allés à l'école, donc ils ne comprendront rien. Donc ne vous perdez pas votre temps quand on parle des choses sérieuses. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus. Une fois qu'on injecte de l'argent dans le circuit, l'argent là se retrouve dans toutes les mains, jusqu'aux paysans. Donc si demain, on augmente l'allocation des enfants à 10 000 francs, le parent qui prend ce 10 000 francs, il va acheter du carburant. Il va en acheter plus. Il va acheter une moto. Il va acheter je ne sais pas quoi. Il va faire ci, il va faire ça. Et cet argent va alimenter le circuit économique. Et les gens vont souffler un peu. C'est ça la réalité. Donc, c'est pour ça que moi, je plaide. Donc, tout le reste, là, ce n'est pas important. Donc, aujourd'hui, Ingrid a réussi, après que Faure Gnassingbé ait éjecté la plupart de ses rivales, donc Tchega out, Tomega out, les petites qui sont arrivées là out, elle a réussi à placer ces éléments à des endroits stratégiques, la permettant d'avoir encore une emprise sérieusement sur plusieurs secteurs de l'économie du pays. On en reviendra sur d'autres détails, notamment ce qui se passe à Doc Talafia et tout, et comment est-ce que le taux de décès à Doc Talafia aujourd'hui commence par inquiéter sérieusement les gens, et les vagues de démission qu'on enregistre à Doc Talafia, parce que le traitement qu'on a prévu pour les gens, ce n'est pas le même traitement. Les médecins aujourd'hui qui interviennent là-bas, ils sont payés sur le pourcentage de ce qu'ils font, ce qui fait que, bon, même s'ils ont un plateau technique acceptable, il y a de plus en plus de décès qui inquiètent les gens au niveau de la population. Et c'est normal quand des gens sont actionnaires dans un hôpital et dans la morgue. Je ne sais pas pourquoi ils n'encourageraient pas les décès. On va parler des ADJ.